Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission de la RSE. Vous connaissez ces trois lettres, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Thuyen Doan, responsable RSE d'Epson, avec elle on va détailler les actions de décarbonation du groupe et les résultats du baromètre de la mobilisation des Français pour lutter contre le réchauffement climatique. Notre débat, il portera sur la capacité des entreprises à mesurer précisément leurs émissions de CO2. Étape évidemment indispensable pour définir une stratégie de transformation efficace. Et puis dans Smart Ideas, en partenariat avec HUP, l'association de promotion des entrepreneurs en situation de handicap, on va découvrir Rémi Uzan, le fondateur d'Authentique. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact. Tout de suite. Bonjour Thuyen Doan, bienvenue. Vous êtes donc la responsable RSE d'Epson France, entreprise créée en 1942 qui appartient au groupe mondial Seiko Epson Corporation. Quelques chiffres, c'est plus de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 20% en Europe, et près de 80 000 salariés, chiffre qui date de mars 2021, qui a dû évoluer depuis. Si on fait un peu d'histoire, de quand date l'engagement d'Epson en matière environnementale ? Alors ça fait déjà plusieurs décennies que Epson est engagé et intègre ses considérations environnementales dans le développement de ses produits. Alors le groupe Epson, c'est avant tout une société d'ingénierie qui développe des innovations technologiques. Et au travers de nos produits, on essaye d'allier fiabilité, qualité et performance, mais également bénéfices environnementaux pour nos clients. Donc par exemple, on va développer des technologies d'impression, un marché sur lequel on est un acteur majeur et c'est la principale activité du groupe Epson. Et sur cette activité-là, on a développé des technologies qui cherchent à réduire la consommation d'énergie pour permettre à nos clients de réduire justement leur consommation. Leur consommation. Alors justement, c'est vrai qu'on pense souvent à impression, imprimante. Donc si on rentre un peu dans le détail, vos imprimantes jet d'encre, elles sont de moins en moins énergivores. Comment vous les avez rendues moins énergivores en quelque sorte ? Oui. Alors déjà, il faut savoir, je pense qu'on parle beaucoup en ce moment de sobriété énergétique, de sobriété du numérique, puisque nous faisons partie du secteur du numérique. Et pour citer quelques chiffres, l'Agence internationale de l'énergie, elle nous dit que d'ici 2030, pour se placer sur une trajectoire de neutralité carbone, il faudrait réduire les émissions des appareils électroniques et électriques de 25% et de 40% d'ici 2050. Donc il y a des efforts significatifs à faire sur la consommation d'énergie de nos appareils. Et nous, ce qu'on veut proposer avec nos imprimantes, c'est justement une technologie jet d'encre. Il faut savoir que sur le marché de l'imprimante, il y a deux technologies qui s'affrontent, les technologies laser ou les technologies jet d'encre. Ouais. Il y en a une qui est plus énergivore que l'autre, c'est ça ? Exactement. Alors la technologie laser, c'est une technologie qui utilise un procédé thermique, qui va avoir besoin de produire de la chaleur pour pouvoir réaliser l'impression. Nous, avec notre technologie jet d'encre, on n'utilise aucune chaleur. Ce qui veut dire qu'on va consommer beaucoup moins d'énergie parce qu'il faut savoir que la production de chaleur est très énergivore. Bien sûr. Ça veut dire que vous avez abandonné, ou que vous êtes en train d'abandonner les imprimantes laser ? Exactement. On vient d'annoncer récemment qu'on faisait le choix d'abandonner la technologie laser au profit du jet d'encre, ce qui nous fait, à notre avis, vraiment sens dans cette période où il est urgent de mettre en place des actions pour limiter le réchauffement climatique, raison pour laquelle on a fait le choix du jet d'encre. Alors il y a aussi ces mesures prises ces 2 dernières années pour vous fournir exclusivement en énergie renouvelable. Quel est l'objectif et où est-ce que vous en êtes ? Oui, effectivement. Dans notre stratégie RSE, notre objectif, c'est à la fois d'être vertueux dans les produits qu'on propose à nos clients, mais également dans nos opérations, au travers des initiatives qu'on peut mener. Et on a fait, parmi les engagements qu'on a pris, on a l'engagement de passer à 100% d'énergie renouvelable d'ici 2023, sur l'intégralité de nos sites. Donc vous ne devez pas en être très loin. Exactement, exactement. Donc c'est l'intégralité de nos sites partout dans le monde. Ça inclut évidemment nos entités commerciales, nos bureaux, mais également nos usines de production. En Europe, on a déjà atteint cet objectif en passant à 100% d'électricité renouvelable pour l'intégralité de nos sites. Et Epson qui a obtenu pour la 3e année consécutive le statut Platinum d'EcoVadis, organisme de certification évidemment reconnu en matière de RSE. Alors ce label, c'est à la fois un objectif chaque année, j'imagine. Est-ce que c'est aussi un levier de progression? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour obtenir ce label chaque année, il faut tenir l'objectif, il faut tenir la stratégie.
Non, tout à fait, effectivement. Ça fait 3 années consécutives qu'on a obtenu le statut Platinum d'EcoVadis, donc le statut Platinum qui vient récompenser les 1% des meilleures entreprises de leur industrie, ce qui veut dire que ça fait 3 années qu'Epson parvient à démontrer son engagement. Mais les autres aussi, ils veulent faire partie des 1%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc est-ce que ça vous oblige, vous, à progresser pour garder ce Exactement, statut? ça nécessite de mettre toujours en place des initiatives, de nouvelles initiatives, de revoir ses ambitions chaque année, de développer des nouvelles technologies, de mettre en place des mesures sur nos usines de production, sur l'intégralité de notre chaîne de valeur, sur l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement, pour nous assurer qu'on a un impact, on contribue à à réduire l'impact environnemental de nos activités. Ouais. Alors, question d'usagers d'imprimantes en général, on a toujours ce sentiment que l'encre coûte beaucoup trop cher et que surtout, on n'arrive jamais à aller, pardon, c'est vraiment une question basique, mais à aller au bout de la cartouche, quoi. On a ce sentiment qu'il y a du gâchis d'encre alors que ça coûte très cher. Est-ce que là aussi, il y a un travail qui est réalisé par Epson? On a beaucoup travaillé justement sur nos consommables d'impression, nos cartouches. On a développé notamment une technologie qu'on appelle EcoTank. Ce sont des imprimantes à réservoir. Il faut savoir qu'Epson est le premier acteur de son marché à avoir développé des imprimantes à réservoir. Donc on peut les recharger? Exactement. Donc ce sont des imprimantes qui sont équipées de réservoirs qu'on va recharger avec des petites bouteilles d'encre. Et grâce à ces bouteilles d'encre, alors il y a plusieurs aspects bénéfices environnementaux, je dirais. Le premier, c'est qu'avec ces bouteilles d'encre, déjà on a une capacité d'encre qui est beaucoup plus importante. On va changer beaucoup moins souvent, on va recharger beaucoup moins souvent son imprimante. Donc c'est une simplicité pour l'utilisateur. Mais au-delà de ça, ces bouteilles d'encre, il faut savoir que c'est uniquement des bouteilles. Des cartouches d'impression classiques, aujourd'hui, c'est des composants électroniques et du plastique. Donc là, on n'aura plus de composants électroniques, ce qui va faciliter le recyclage. On aura moins de complexité pour décomposer les différents éléments de cette bouteille. Et en plus de ça, on va énormément réduire la quantité de déchets générés par rapport à des cartouches d'imprimantes classiques. Ces actions de transformation environnementale et sociétale, en fait, c'est des innovations dont vous nous parlez là depuis quelques minutes. Ça représente quel montant d'investissement en recherche et développement au niveau mondial? On va essayer de donner des chiffres un peu globaux pour une entreprise aussi importante. Au niveau mondial, on a eu, oui, effectivement, on a énormément d'investissements et on continue d'investir dans les innovations technologiques qui vont contribuer à réduire l'impact environnemental. Moi, j'ai vu ce chiffre, 1 200 000, pardon de vous interrompre, 1 200 000 € par jour investi en recherche et développement. Pour la R&D, exactement. Ouais. Et on a pour objectif, sur les 10 prochaines années, de continuer à investir plus particulièrement sur la décarbonation, en investissant 770 millions d'euros sur les 10 prochaines années, justement pour mettre en place aussi cette circularité, un modèle circulaire où on peut utiliser les ressources et on continue de réduire la consommation énergétique de nos équipements. Quelles sont les dernières, là on en a cité quelques-unes, les dernières ou les prochaines innovations dont vous pouvez nous parler? Et justement, sur ce sujet de la recyclabilité, on a beaucoup travaillé. C'est vrai qu'on parle aussi beaucoup du papier quand on parle d'impression. On a développé une technologie qu'on appelle le Paper Lab, on l'a développée en 2016. Et cette technologie, c'est une technologie qui va permettre de recréer du papier. C'est une technologie d'upcycling du papier. Donc à partir de papier usagé, on va reproduire un papier neuf par un processus de défibration du papier. Et c'est un processus qui a la vertu d'utiliser beaucoup moins d'eau, de l'ordre de 96% moins d'eau qu'un processus classique de création de papier. Donc c'est quoi? C'est une machine qu'on peut installer dans son entreprise, c'est ça? Alors c'est une grosse machine qu'on peut installer dans son entreprise, effectivement, si on souhaite justement recréer du papier directement localement. Et en plus, il faut savoir que dans les entreprises, dans les bureaux, généralement, 50% des déchets, c'est du papier. Donc avec cette machine, on peut directement recréer. En plus de ça, on assure des hauts niveaux de confidentialité puisque le papier, il n'est pas sorti de l'entreprise, il est directement détruit sur place, localement, et on permet de recréer un nouveau papier réutilisable. Je voudrais, pour terminer, qu'on parle de ce baromètre sur le climat. Vous interrogez les Français, c'est le deuxième, je crois, vous interrogez les Français sur leur mobilisation. Déjà, pourquoi cette démarche? Et puis ensuite, qu'est-ce qui ressort de ce baromètre? Alors, c'est effectivement un baromètre qu'on a lancé à l'échelle internationale avec l'objectif de prendre en considération les retours du terrain, finalement, de comprendre mieux les problématiques et la connaissance des populations sur le changement climatique, mais également avec un objectif d'éducation. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on reproduit chaque année dans un objectif d'éducation et de sensibilisation au changement climatique. Et donc, qu'est-ce qu'il en ressort? Peut-être au niveau français de ce baromètre? Alors, il en ressort... Qu'est-ce qui est frappant pour vous?
ce qui est frappant, c'est qu'on peut avoir encore une méconnaissance du changement climatique. Et par ailleurs, il y a aussi une nécessité grandissante de mettre en place des actions, une sensibilisation, une prise de conscience qui croît année après année et qui démontre que plus que jamais, il est temps d'agir sur ces sujets-là. Oui, avec des actions qui rejoignent de plus en plus les intentions, parce qu'il y avait souvent ce décalage qu'on ressentait. Est-ce que c'est ce qui ressort aussi de ce baromètre? Oui, complètement. Effectivement, on sent qu'il y a une attente forte maintenant de la population. Il y a de plus en plus d'actions qui sont mises en œuvre par chacun à notre échelle. Je pense qu'il y a aussi une prise de conscience des actions qui sont possibles et des ordres de grandeur, des différentes échelles et de l'impact de chaque action que peut avoir, que ce soit sur l'alimentation, sur l'énergie, etc. Voilà, il y a une nouvelle prise de connaissance sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Merci Thuy-Yen Doan. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. Comment mesurer correctement, précisément ces émissions de gaz à effet de serre? C'est le débat de ce Smart Impact avec Charlotte Degaut. Bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice associée au Boston Consulting Group et fondatrice de CO2AI ou CO2AI, c'est ça si j'essaye de le dire en bon anglais. Quentin Bordet, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous aussi, vous êtes consultant au BCG. C'est quoi CO2AI? CO2AI, CO2AI, c'est une solution qui permet... je devrais dire CO2IA si j'étais en bon français. C'est vrai. Ouais. Donc, en tout cas, quelle que soit la manière dont on le prononce, c'est une solution qui permet aux entreprises de mesurer de manière précise, granulaire, leur empreinte carbone, d'apporter en fait la rigueur qu'on a en comptabilité financière dans la comptabilité carbone, et après de les aider à identifier le chemin pour réduire les émissions. Donc, quelles initiatives mettre en place pour réduire les émissions, quelle est la trajectoire et pouvoir suivre le progrès de cette trajectoire dans le temps. C'est un outil qui est utilisable quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le secteur de l'activité? Alors, c'est utilisable quel que soit le secteur d'activité, en effet, parce que c'est un peu comme la compta financière, la compta carbone, ça marche partout pareil. Et après, nous, on l'utilise en particulier pour des très grosses entreprises qui ont des empreintes carbone très compliquées, avec plein d'activités différentes dans plein de pays différents et qui du coup ont beaucoup de difficultés à le faire autrement que dans CO2AI. Quentin Bordet, le BCG réalise chaque année un rapport autour de cet outil. Le dernier a été réalisé, je crois, en prévision de la COP27, juste avant la COP. Peut-être un mot de la méthode, combien d'entreprises interrogées, et puis surtout de l'objectif. À quoi ça sert une étude comme celle-là? Alors, le rapport qu'on a publié sur ce sujet-là, il a interviewé 1500 entreprises dans le monde entier. Et le but, c'était vraiment de se dire où est-ce qu'en étaient les entreprises dans la mesure de leur empreinte CO2 parce qu'en fait, c'est la première étape nécessaire avant de pouvoir décider. Et le premier résultat de ce rapport, c'est qu'en fait, dans les entreprises qu'on a interrogées, il n'y en a que 10% qui mesurent de manière complète. Donc, leurs émissions directes et aussi les émissions indirectes des produits et services qu'elles achètent ou l'utilisation ensuite, il n'y a que 10% qui mesurent cela de manière complète. Donc, ça nous donne une idée du point de départ dans la mesure CO2 des entreprises et du coup on montre bien la pertinence de solutions comme CO2AI. Oui, alors effectivement on va voir ce chiffre qui s'affiche, pas si facile, seuls 10% des entreprises capables de connaître de façon exhaustive leurs émissions directes et indirectes contre 9% il y a un an. Alors on peut voir les choses de deux façons différentes. Soit on se dit c'est un léger progrès, Charlotte Degaut, ou alors on se dit 10%, on est quand même très très loin du compte, quoi. Oui, on est encore très très loin du compte. Et en effet, c'est un peu décevant. En même temps, on se rend compte aussi dans la même étude que les entreprises qui s'équipent d'outils pour mesurer leur empreinte carbone, elles arrivent à progresser 2 fois plus rapidement sur leur trajectoire net zéro. Donc en fait, je dirais que ça progresse lentement en termes de mesures et en termes d'équipement, d'outils pour pouvoir le faire. Mais en revanche, quand elles s'équipent, elles avancent très vite. Et d'ailleurs, c'est l'un des résultats de cette étude, je ne sais pas lequel de vous deux veut répondre, mais elles s'attendent à des bénéfices financiers d'une démarche comme celle
celle-là. Peut-être Charlotte là-dessus. Oui, mais ça c'est aussi très intéressant parce qu'il y a un an, de toutes nos discussions qu'on avait dans les entreprises, c'était beaucoup moins un sujet qui était présent et dont elles avaient pris conscience. Ouais. Et en fait, on voit maintenant que les entreprises ont vraiment fait la corrélation entre, en fait, si je me lance dans ma démarche de réduction d'émissions, il y a tout un tas d'initiatives que je peux mettre en place qui sont aussi des initiatives qui me permettent de faire des gains financiers. Et les chiffres sont vraiment intéressants. Plus de 70% des entreprises maintenant s'en rendent compte. Oui, 70% qui s'attendent à au moins $1 million de bénéfices annuels liés directement à la réduction de leurs émissions. Évidemment, ça dépend de la taille de l'entreprise. Quentin Bordet, là, on part d'un constat qui est quand même un peu décevant. On est encore à un niveau faible de prise de conscience. Quelles sont pour vous les solutions pour mieux impliquer les dirigeants, leurs cadres dans un mouvement comme celui-là ? Il y a plein de solutions. Il n'y aura pas de. Il y aura pas la solution miracle. En fait, non, mais dans ces sujets-là, il n'y a pas la baguette magique. Ouais. C'est comme il n'y a pas la solution qui permettra d'appuyer sur un bouton et de vous faire votre trajectoire de décarbonation. Donc, c'est pour ça que nous, on positionne la solution comme une solution qui permet de mesurer, qui permet ensuite de la connecter avec des leviers de réduction des émissions de carbone. On est en train de travailler sur une bibliothèque de leviers de réduction pour qu'en fonction de votre industrie, en fonction de votre spécificité, vous puissiez avoir accès à cette connaissance. Donc, il y a un accès à la connaissance. Et après, vous mentionniez le pourcentage qui augmentait de manière pas assez rapide, évidemment, mais c'est des trajectoires qui sont assez longues. On se parle de trajectoires à horizon 5, 10, 20 ans. Donc il faut aussi accepter la temporalité de ce chemin. Et donc, il y a des leviers. Les entreprises vont devoir changer la manière dont elles produisent, la manière dont elles achètent, la manière, les produits, les services qu'elles ont. Donc voilà, il y a une inertie inhérente à ce défi. Et donc, ça va toucher toutes les strates de l'entreprise. La gouvernance, les achats, les services, les business models. Donc voilà, il n'y a pas de baguette magique. Il faudra ça. On est bien d'accord. J'aime bien cette idée de bibliothèque des bonnes pratiques, en quelque sorte. C'est un peu ça. Mais on est quand même confronté à cette urgence. Et donc, il y a l'inertie. Et changer un modèle économique d'une entreprise, surtout d'un grand groupe qui existe depuis parfois des décennies, voire plus d'un siècle, évidemment, ce n'est pas si simple. Mais il y a cette urgence. Est-ce qu'il faut plus de politique d'incitation pour accélérer le mouvement de la part de ces entreprises ? Il faut plus de politique d'incitation, il faut il faut du changement proactif aussi de la part des entreprises, il faut mesurer pour pouvoir décider. Aujourd'hui, la mesure, comme nous on la voit à CO2AI, c'est pas la mesure pour en fait faire du reporting, c'est de la mesure pour aider les décideurs à décider. Et souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on mesure l'empreinte carbone d'une entreprise, et ensuite, il y a des sujets qui étaient attendus, et d'autres, en fait, qui le sont beaucoup moins, sur lesquels l'entreprise va pouvoir décider. Et c'est comme ça aussi qu'on peut accélérer en allant attaquer des angles qui étaient morts auparavant. Mais qu'est-ce qui marche le mieux, Quentin Bordet ? C'est l'incitation, ou alors, au contraire, c'est la réglementation, et donc, sous-entendu, la carotte ou le bâton, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va être le mix de... Ouais, un peu des deux. Ça va être un mix. Donc la réglementation permet vraiment d'aligner tout le monde sur un certain niveau à un instant donné. La mesure pour une entreprise particulière va lui permettre d'avoir une bonne connaissance de son empreinte. Il y a des référentiels comme Science Based Target Initiative qui ne sont pas de la réglementation mais qui finalement deviennent des normes extra-réglementaires en fait, sur lesquelles toutes les entreprises vont devoir s'aligner. Donc voilà, il y a ce mix, il y a énormément d'ébullition en ce moment sur ce sujet-là. Même les réglementations ne sont pas encore matures. On est comme la compta financière dans les années, il y a 30 ans, sauf que la compta carbone, c'est pas 1 euro égale 1 euro, ce sont des estimations pour la part des entreprises. Donc voilà, tout ça va monter en maturité. L'important, c'est de se dire qu'il faut faire plus et aller plus vite dans la mesure et dans les actions qu'il y a à faire. Charlotte de Gaulle, je reviens à cet outil de mesure que vous proposez, donc CO2I, CO2 IA, qui repose, comme son nom l'indique, sur l'intelligence artificielle. Comment ça marche ? Que doit faire une entreprise qui finalement veut mesurer précisément ses émissions de CO2 aujourd'hui ? Alors, pour vous expliquer, je peux prendre un exemple concret. Allez, imaginons la grande distribution. Il peut y avoir des millions de références dans des grands magasins des grandes chaînes de grande distribution. Pour pouvoir quantifier les émissions, il faut pouvoir quantifier proprement chacune des émissions des produits qu'on va trouver dans chacune des références qu'on va trouver dans ces magasins. Donc ça fait un volume d'informations, un volume de data qui est énorme pour pouvoir faire ça proprement à la bonne maille qui va permettre après de se dire ok, en fait ce produit-là, il faut que je le remplace par un autre produit qui est peut-être plus vert, etc., etc. Et donc pour pouvoir faire ça, il faut aller chercher beaucoup d'informations, pomper dans les systèmes de l'entreprise
Aussi, aller se connecter avec les fournisseurs de ces acteurs de la grande distribution pour pouvoir collecter de l'information aussi, qui n'est pas forcément de l'information qui est disponible dans les systèmes de l'entreprise, pouvoir traiter cette information à grande échelle et la transformer en estimation carbone. Et donc pour faire ça, en fait, il faut pouvoir traiter la donnée, la structurer, la combiner avec des données d'émission. Et l'intelligence artificielle, c'est d'une grande aide, parce qu'en fait, ça permet de traiter ces grands volumes d'informations. À quel point, parce que vous l'avez évoqué, mais je veux bien qu'on rentre dans le détail, à quel point ça permet ensuite de définir une feuille de route, parce que on ne fait pas juste la mesure pour le plaisir de la mesure, quoi. C'est pour définir une stratégie derrière. Donc à quel point ça aide à définir la feuille de route? Eh bien, si la mesure est bien faite, à un niveau de granularité qui est suffisant, tout d'un coup, on peut se rendre compte où sont les points chauds d'émission. Ou est-ce que vraiment on émet trop par rapport à ce qu'on pourrait faire? On peut simuler des décisions à partir de ces informations. Et même l'efficacité de la décision dans la durée, est-ce que vous allez juste là, je ne sais pas si c'est possible, mais se dire, OK, mon plus gros poste d'émission, c'est ça. Donc c'est là-dessus que je vais essayer de mettre le paquet, mais est-ce que c'est là-dessus que je vais avoir le plus de gains en CO2? Vous voyez ce que je veux dire? Alors on peut identifier le gain potentiel en CO2. Après, il faut un peu de temps pour se rendre compte, parce que chaque entreprise est différente. Qu'est-ce qui est le plus facile à mettre en place, qu'est-ce qui est moins facile à mettre en place, et comment est-ce qu'il faut ajuster la roadmap. Mais déjà, pouvoir se dire, en fait, si je change tel produit ou tel composant de tel produit, en fait, je peux gagner 30%, 40% d'émissions sur cette poche-là d'émissions. Et voilà l'initiative que je décide de mettre en place, voilà combien elle va me coûter, voilà combien elle va me rapporter. Et je peux tracer ça dans le temps et voir le progrès. Il y a souvent une grande méconnaissance par les entreprises de leurs propres données. Et est-ce que finalement, ça peut permettre aussi d'apprendre à se connaître, et pas seulement sur le CO2? Totalement. En fait, pour aller calculer des émissions de CO2, il faut aller chercher dans toutes les données de l'entreprise pour pouvoir quantifier chaque activité que l'entreprise fait. Donc, c'est sûr que dans le processus d'installation de CO2 avec les entreprises, on a plein de découvertes sur la qualité des données et sur la réalité des activités des entreprises, et après énormément de découvertes aussi bien sûr sur la roadmap de réduction. Quentin Bordet, puisqu'on parle aussi des bénéfices attendus par les entreprises, il y a évidemment le bénéfice réputationnel. C'est aussi un des résultats de ce rapport. C'est ce qu'attendent les entreprises d'une démarche comme celle-là? C'est une partie de ce qu'attendent les entreprises, c'est une partie minoritaire, c'est plus une conséquence en fait que... c'est presque plus une conséquence qu'une récompense. En tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est que... mais c'est un enjeu important, pardon de vous interrompre, parce que c'est un enjeu, on l'a dit plusieurs fois ici, mais c'est un enjeu de recrutement, c'est un enjeu de financement, c'est un enjeu de RH, enfin, c'est pas un enjeu neutre, quoi. C'est pas un enjeu neutre. Moi, je suis engagé aussi à côté sur les thématiques de l'engagement des salariés dans les entreprises, et donc on voit qu'en fait, ces sujets de sens et de transition environnementale des entreprises intéresse au plus haut point pas seulement les étudiants, mais aussi les salariés et le projet collectif des entreprises. Donc en effet, avoir une trajectoire qui soit ambitieuse, qui soit cohérente sur ces sujets-là est absolument capital pour la pérennité long terme des entreprises. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces différentes composantes résonnent entre elles. Donc il y a la partie sens et la partie réputation qu'on peut avoir, qui est la partie humaine. Et après, il y a la partie, à un moment, avoir une photo de quelle est l'empreinte d'une entreprise, qui permet aussi de factualiser, de poser les sujets. Et nous, l'outil, en fait, il travaille à deux temporalités. Il y a vraiment à avoir la photo d'aujourd'hui, se dire comment ça peut être déformé, et puis après, en effet, le suivre dans le temps, semestre après semestre ou année après année. Et ça va de concert. Merci beaucoup, merci à tous les deux, et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique consacrée aux startups. C'est parti, c'est Smart Ideas. Smart Ideas en partenariat avec HUP Entrepreneur, l'association qui accompagne les entrepreneurs en situation de handicap ou qui œuvre pour l'inclusion. La bonne idée du jour, elle est signée Rémi Usan. Bonjour, bienvenue. Vous faites partie des lauréats de ces trophées HUP catégorie créateurs en herbe. L'entreprise que vous avez fondée, elle s'appelle Authentique. Toute jeune entreprise, je crois, créée il y a quelques mois. Pourquoi vous l'avez créée? Je l'ai créée parce que je suis moi-même concerné par la neurodiversité. Et j'ai fait toute une carrière dans l'innovation dans des grands groupes, aussi insuffler la culture start-up et puis les tourner, ces grands groupes, vers l'extérieur. Et c'est la réunion de ces deux mondes, en fait. La neurodiversité, c'est des talents qui réfléchissent différemment. Et les grandes entreprises qui ont du mal à innover, elles peuvent vraiment exploiter ce vivier qui, aujourd'hui, est vraiment délaissé. Le constat de départ, c'est quoi? C'est le manque
d'audace peut-être ou de connaissance des entreprises dans leur recherche d'innovation? Parce que vous liez ça beaucoup à l'innovation aussi. Voilà, oui, parce qu'en fait, c'est des sujets très méconnus, en fait, le fait qu'il y ait des différences cognitives entre nous. Et il y a des gens qui ont beaucoup de talent et qui, aujourd'hui, ne rentrent pas dans le moule de l'entreprise. Dans l'entreprise, il faut rarement dénoter. Ici, on est sur la chaîne des audacieux, d'après ce que j'ai compris, mais c'est pas quelque chose qui est favorisé dans les entreprises, l'authenticité et l'audace. Et nous, c'est ce qu'on essaye de favoriser en faisant intervenir justement ces profils différents. Alors, quand on parle de personnes neuroatypiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens comme Greta Thunberg, comme Bill Gates, comme Elon Musk, qui eux typiquement sont autistes Asperger. Donc c'est des gens qui réfléchissent différemment et qui peuvent apporter beaucoup de valeur parce que typiquement sur ces singularités-là, les atouts c'est d'être capable de modéliser vraiment d'une façon assez exceptionnelle, des talents en mathématiques, en mémorisation, mais il y a aussi d'autres types de singularités, comme la dyslexie par exemple, où il y a des gens très imaginatifs. Ouais. Alors est-ce que c'est forcément lié à une pathologie? Pardon de poser des questions un peu de base, mais j'essaye d'imaginer les freins ou les réticences d'un chef d'entreprise qui se dit « Oh là là, mais où je vais ?» Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est pas du tout forcément lié à une pathologie. C'est simplement, si vous voulez, une façon de penser différente. Et sur un projet, par exemple, quelqu'un va voir un problème, un collaborateur, et un neuroatypique peut, en tout cas certains, voir une opportunité. Et donc va être capable d'apporter ce regard différent et de permettre à l'entreprise d'avancer. Quels sont les objectifs d'Authentique? C'est quoi? C'est d'insuffler des nouveaux projets ou de vous greffer sur des projets existants? C'est quoi la logique? Nous, on veut aider les entreprises à mieux innover. Aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises, en tout cas celles que j'ai connues, elles avaient beaucoup de difficultés de ce côté-là parce qu'il y avait vraiment des profils très similaires dans les équipes. Ça, c'est vraiment c'est lié aussi au recrutement, d'ailleurs. L'innovation, effectivement. Donc l'objectif d'Authentique, c'est vraiment d'accompagner ces entreprises sur l'innovation en faisant intervenir. Alors après, c'est des modalités comme formule. On peut s'appuyer sur une force d'un type de neurodiversité, par exemple des autistes qui ont une hypersensorialité et qui vont pouvoir revoir l'expérience voyageur d'une gare en identifiant tous les problèmes qu'il peut y avoir en termes de luminosité, de bruit, etc., qui vont convenir à tous. Et puis il y a des choses plus mixtes avec les collaborateurs, être poil à gratter sur des ateliers de créativité dans le lancement de nouveaux produits, par exemple. Est-ce que ça suppose aussi de penser un peu différemment son outil, son lieu de travail, pour s'adapter justement à cette neurodiversité? S'adapter à la neurodiversité, en fait, c'est améliorer son management. Parce qu'en fait, les questions qu'on va se poser pour intégrer des profils neurodivergents, c'est des questions qui, finalement, devraient être posées pour tous les collaborateurs, sur de quoi ils ont besoin. Et on constate, en fait, que quand il y a une personne neurodivergente affichée dans une équipe, c'est toute l'ambiance de l'équipe qui est améliorée. Donc oui, il faut en faire une force, quoi, en fait. C'est ça le point de départ. C'est une force. Il faut communiquer sur le fait que ce soit une force. C'est ça. Et puis permettre à ces profils différents d'exprimer leur plein potentiel en étant eux-mêmes. Et c'est ce qu'on permet avec Authentique. C'est-à-dire que, contrairement à une entreprise où ils vont devoir compenser par rapport à leurs différences, nous, on va leur permettre d'être eux-mêmes et d'exprimer cette différence au service de l'entreprise. Merci beaucoup. Merci Rémi Uzan d'être venu nous présenter Authentique. Bon vent et bravo pour votre trophée H-Up. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. À demain, évidemment. Merci à Louis Perrin à la production et à la programmation, assisté aujourd'hui de Côme Dubois, Alexis Oustabassidis au son et Angel Jean Girard à la réalisation. Belle fin de journée sur Bismart.